Un rendez-vous crucial qui pourrait marquer un tournant dans le dialogue social. Presse, le CEDEPS et l'appel dénoncent une dérive liberticide. Les organisations patronales des médias montent au créneau contre la régulation jugée abusive du ministre de la Communication. Elles dénoncent l'implication de la cybercriminalité et de la surveillance du territoire dans le contrôle de la presse. Le président et le premier ministre sont interpellés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté la proposition de loi déposée par Thierno Alassane Sall visant à abroger la loi d'amnistie. Motif invoqué, une non-conformité budgétaire. Après examen du texte, il a été constaté que cette proposition ne respecte pas les exigences constitutionnelles en matière budgétaire, entraînant ainsi son rejet pur et simple, a déclaré Ismaïla Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Selon lui, conformément à l'article 82 de la Constitution et à l'article 60 du règlement intérieur de l'Assemblée, toute initiative législative impactant les finances publiques doit être accompagnée de mesures compensatoires. Or, le texte présenté ne prévoit aucun mécanisme de compensation financière, rendant son adoption juridiquement et financièrement impossible. Le bureau de l'Assemblée nationale a également relevé une absence d'étude d'impact budgétaire, un élément clé pour évaluer la viabilité d'une proposition de loi. En conséquence, le texte ne sera pas soumis au débat parlementaire. Ce rejet souligne l'importance d'une rigueur législative et d'une conformité aux règles institutionnelles. Thierno Alassane Sall et ses partisans devront donc revoir leur copie s'ils veulent que leur initiative aboutisse. Un an, jour pour jour, alors que le pays était en pleine crise politique liée au report de l'élection présidentielle, le président de l'époque Macky Sall annonçait un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles survenus depuis 2021. Mais cette loi, qui avait fait couler beaucoup d'encre, est aujourd'hui sur la sellette. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait promis. Elle risque d'être annulée. Seulement, les Sénégalais attendent toujours Omar Thiam. Il y a un an, jour pour jour, le président de la République d'alors, Macky Sall, au cœur d'une grave crise autour du report de la présidentielle, avait annoncé « Je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. » Ce dans le but de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage la cohésion nationale, embauche-t-il, en annonçant son souhait d'organiser la présidentielle entre juin et juillet au moment d'entamer des concertations nationales boycottées par le front des candidats à la présidentielle et Arsenal élection. Alors qu'un vaste front la réclame avant le 2 avril, ces décisions dénoncées comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition et les organisations de la société civile avaient déclenché des violences meurtrières dans le pays. Pourtant, le projet de loi polémique passe le 6 mars. Le vote aura permis à ces centaines de citoyens sénégalais en détention suite à des événements et à des manifestations politiques de recouvrer la liberté, sans oublier les responsables du parti dissous, PASTEF, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, candidats à la présidentielle, tous deux en détention. La suite appartient à l'histoire. 11 mois au pouvoir, le tandem veut faire sauter la loi que le désormais Premier ministre assimilé à une impunité. Il sera proposé à votre auguste assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024. Abrogation totale ou partielle, le choix appartiendrait aux autorités actuelles. Une chose est sûre, ça risque de créer un imbroglio juridique inextricable, comme le mettait en garde Maurice Souyek-Dione, professeur agrégé en sciences politiques.
Accusé de fausses nouvelles, Adama Adus Fall a été relaxé par la justice. Son avocat, Maître Aboubakry Barrow, salue une décision fondée sur le droit. Dans ce dossier, nous avons démontré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. Mon client a simplement relayé une déclaration sous forme hypothétique sans l'affirmer comme un fait avéré. Or, en droit, seule la certitude fait foi. Selon la défense, l'accusation qui s'était autosaisie du dossier n'avait pas de base juridique solide pour poursuivre Adama Adus Fall. Le tribunal, après délibération, a donc décidé de le relaxer purement et simplement. La gendarmerie nationale a dévoilé ce matin le bilan de ses opérations pour l'année 2024, un état des lieux qui met en lumière les efforts déployés dans la lutte contre la criminalité et la contrebande sous toutes ses formes, de la répression des trafics en tout genre à la sécurisation des populations. L'institution fait le point sur ses interventions marquantes et les défis à relever pour renforcer la sécurité publique. Un compte rendu signé Djibril Diallo. Le bilan fait état des activités de la gendarmerie en 2024, notamment la lutte contre le trafic de drogue. La gendarmerie a saisi 5 396 kg de drogue, dont 3 272 kg à Dakar, 744 à Thiès et 883 kg à Ziguinchor. 1294 comprimés de tramakine et 722 comprimés de tramadol dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. Les personnes arrêtées lors de cet exercice sont majoritairement des Sénégalais de plus de 30 ans, tandis que les consommateurs sont principalement des jeunes de moins de 30 ans. Durant l'année 2024, la gendarmerie a aussi recensé 5 887 infractions, dont 844 crimes et 5 043 délits. Le rapport fait aussi état de 5 000 accidents de la route, dont 700 décès enregistrés. Toujours dans le cadre de la sécurité routière, 1 970 537 véhicules ont été contrôlés et 342 413 motos vérifiées à l'échelle nationale. Très active aussi dans la lutte contre l'immigration clandestine, son dispositif permanent, surtout dans les zones côtières, a permis d'arrêter 96 convoyeurs et d'intercepter 3 596 candidats à l'immigration irrégulière et 17 pirogues. Lors de cette cérémonie, le haut commandant, le général de brigade Martin Faye, par ailleurs directeur de la justice militaire, a insisté sur la nécessité d'une proximité accrue entre la gendarmerie et les citoyens. Le général de division Martin Faye s'est engagé à renforcer l'offre sécuritaire au bénéfice des populations. Il s'est confié à Djibril Diallo. Aujourd'hui, nous voulons une gendarmerie plus humaine, une gendarmerie plus proche des populations. Nous voulons améliorer l'offre de sécurité au profit des populations, mais avec les populations. Nous ne ferons pas et nous ne pouvons pas faire sans les populations, qui sont à la fois des bénéficiaires, mais des acteurs de sécurité. Tant que nous ne l'aurons pas compris, tant que les populations ne l'auront pas compris, la réussite ne peut pas être garantie. Nous avons l'obligation de travailler la main dans la main avec les populations pour améliorer cette offre de sécurité. Nous insisterons par tous les moyens pour que la police de proximité soit une réalité. Climat social tendu, bras de fer entre l'État et les travailleurs. Ce 27 février pourrait marquer un tournant décisif face à la montée des tensions. Le Premier ministre Ousmane Sonko a convié les syndicats à une rencontre ce jeudi. Objectif, tenter de désamorcer la crise en abordant les revendications des travailleurs. Une réunion aux enjeux cruciaux pour l'avenir du dialogue social. Moussa Mané.
C'est dans un contexte social très tendu que le Premier ministre décide de rencontrer les syndicats. Ce 27 février marque une journée décisive pour les syndicalistes qui n'ont cesse de revendiquer et d'exiger des conditions adéquates de travail. Le Premier ministre semblait être dos au mur, acculé par les centrales syndicales. Président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté avait affirmé que les multiples remous sur le plan social sont compréhensibles. Tous les syndicats ont été reçus par le Haut Conseil du dialogue social. Ils ont montré de très bonnes dispositions concernant la prise en charge de leurs préoccupations sans recours à un arrêt de travail. Cependant, lors de son passage à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement avait été interpellé par un député sur les tensions sociales. Mais pour le Premier ministre Ousmane Sonko, la meilleure approche consiste à permettre aux travailleurs de s'organiser et que le gouvernement travaille à trouver des solutions sans rien cacher aux Sénégalais. Cette rencontre permettra d'avoir des discussions sincères avec les acteurs concernés afin de dégager des pistes concrètes pour un climat social apaisé. Nous allons être flexibles quand il le faut, mais fermes sur certaines questions, avait laissé entendre Ousmane Sonko. Comment améliorer l'efficacité du service public? La question était au cœur des concertations régionales tenues à Louga. Les acteurs ont dressé un état des lieux, identifié les défis et proposé des solutions pour une administration plus performante. Ces consultations visent à mieux cerner les attentes des usagers afin d'orienter les réformes à venir. L'objectif de ces concertations, c'est de saisir, de recueillir donc, les impressions des usagers du service public. Donc, ces axes relèvent donc, de la qualité donc, de ce service public, l'accessibilité donc, de ce service public, mais aussi donc, l'accessibilité de ces services publics, mais aussi la gouvernance de ces services publics, parce que ces services publics sont offerts par des acteurs. Donc, et ces acteurs, dans le cadre d'une gouvernance, offrent donc des services publics aux usagers, donc pour ne pas dire aux populations. La réforme du service public n'est pas un fait nouveau. L'État du Sénégal a toujours construit des initiatives de changement qui ont souvent buté à des difficultés liées peut-être à la non-implication suffisante des acteurs de base. Et aujourd'hui, c'est à travers ces changements que nous pensons que les réflexions devront aboutir à la proposition de solutions. Que le jour de la finale, devant Michel le Premier ministre, qui a recommandé la tenue de cette initiative, Michel le ministre de la fonction publique présentera à la fois un diagnostic clair et précis dégagé par les populations et les acteurs territoriaux, mais en même temps lui versera dans le même panier les propositions de solutions issues de la base des populations ainsi que des acteurs. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, le CEDEPS, et l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne dénoncent fermement la démarche du ministre de la Communication qu'ils accusent d'entraver la liberté de presse. Ils s'insurgent contre l'implication de la direction de la surveillance du territoire et de la division spéciale de la cybercriminalité pour appliquer des mesures de régulation jugées liberticides. Les organisations patronales des médias interpellent le président de la République et le Premier ministre sur ces dérives et réclament des actions concrètes pour garantir un environnement médiatique libre, indépendant et économiquement viable. Les acteurs des médias disent non à la confiscation de la liberté de la presse. La saisine du ministère de l'Intérieur par le ministre de la Communication pour activer la direction de la surveillance du territoire et la division spéciale de la cybercriminalité en vue d'une application des mesures de régulation qui criminalisent l'activité de presse fait sortir les organisations patronales des médias de leur gond. Le CEDEPS et l'APEL sont scandalisés par les errements du ministre de tutelle qui, disent-ils, viole la Constitution et le Code de la presse. Ces acteurs des médias étaient que même le processus de reconnaissance des médias a été entaché d'irrégularités, d'omissions et de failles techniques avouées par le ministre lui-même qui continue de snober les acteurs et déroule son agenda en solo. Les organisations patronales des médias rappellent que depuis que les conclusions des assises lui ont été transmises, il n'y a eu aucune suite alors que le secteur des médias connaît une crise sans précédent avec comme corollaire des entreprises de presse en situation de faillite et
des licenciements des travailleurs plongés dans la précarité. Fort de tout ce constat, CEDEPS et Appel comptent se donner tous les moyens légaux pour freiner l'ardeur du ministre. Ils en appellent au président de la République et au Premier ministre pour des médias républicains, libres et indépendants et viables économiquement. L'intelligence artificielle alliée ou menace pour les médias. Pour l'expert antique Basile Niane, l'IA est une révolution qui va bouleverser les pratiques journalistiques. Avec les algorithmes, tout sera automatisé et les tâches s'effectueront en un temps record, explique-t-il. Mais si cette technologie promet des gains d'efficacité, elle pose aussi la question de l'éthique et de la fiabilité de l'information. La presse doit se réinventer pour s'adapter tout en veillant à ne pas perdre son essence. L'intelligence artificielle est en passe de révolutionner le monde. Certains métiers sont menacés de disparition, tandis que d'autres verront le jour au fur et à mesure que ce processus d'imitation de l'intelligence humaine se développe. Parmi les secteurs les plus exposés, il y a celui des médias. Cette mutation technologique va nettement changer la manière de faire du journalisme, avertit Basile Niane, expert en TIC. C'est-à-dire qu'avec ChatGPT que tout le monde connaît, avec d'autres plateformes IA comme DeepSeek, comme Gemini, tout ça, c'est des applications qui vous permettent d'écrire des articles en moins de 5 minutes. Donc, vous pouvez même, à partir de là, faire des dépêches, réaliser des vidéos, faire le journal en même temps. Faire des vidéos, c'est également utiliser des IA génératives, c'est-à-dire des IA qui te permettent de refaire la vie. Il y en a même qui ont commencé à faire des clips, à faire des vidéos là-dessus. Donc, je pense que c'est quelque chose que le journaliste doit prendre en compte. D'après Basile Niane, la formation et la sensibilisation des professionnels de l'information sonnent comme un impératif. Ils doivent connaître les outils de l'IA dont ils auront besoin. On va vers un moment où on ne va plus demander à un journaliste d'écrire un article. Tout le monde pourra le faire. Mais on va vers ce qu'on appelle comment être des experts en prompt. Ça veut dire quoi? C'est comment on peut arriver à manipuler un ordinateur, à lui dire ce qu'on veut, à écrire ce qu'on veut sans pour autant se fatiguer en quelques minutes. L'expert souligne néanmoins les limites de l'IA dans la pratique journalistique. Il faut toujours aussi ne pas l'utiliser à fond, parce que l'intelligence humaine compte toujours. Et c'est important aujourd'hui de pallier les deux, de ne pas toujours croire à l'IA qui donne souvent des informations qui ne sont pas utiles souvent. L'intelligence artificielle regorge ainsi plusieurs défis et opportunités pour la presse. Les médias doivent se réinventer pour s'adapter au rythme de cette transmutation technologique qui n'est qu'à ses débuts. Djemombaye à Pékin, l'école Lansar a fait figure d'exemple en matière d'éducation environnementale depuis 3 ans. Elle sensibilise ses élèves aux enjeux écologiques tout en leur inculquant les valeurs civiques et morales. Une approche qui vise à les responsabiliser face aux défis du changement climatique, de la pollution et de la préservation de la biodiversité. Un reportage signé Bakary Sissé. La cloche a retenti à 8 heures à l'école Lansar A de Pékin. Tous les élèves se mettent au rang avec leurs enseignants. Le moment est solennel. La tradition de lever des couleurs s'est effectuée. Après ceci, un message sur l'éducation environnementale a été délivré par les élèves. Je vous présente le message environnemental de la semaine. La bonne gestion des déchets ménagers consiste à les collecter, les trier et les traiter. Le message n'est pas fortuit. L'école Lansar A de Pékin a une particularité vis-à-vis des autres établissements scolaires. Elle incarne le civisme environnemental. Donc quand on parle d'environnement, on ne peut pas parler d'environnement sans pour autant parler de civisme. Parce que la levée des couleurs, c'est un acte civique. Donc aussi la protection de l'environnement aussi, c'est un acte civique. Parce que le fait de vouloir protéger son environnement, par exemple, le fait de demander aux enfants de ne pas salir les murs, c'est du civisme. Le fait de demander aux enfants de ne pas casser les tables bancs, c'est du civisme. Le fait de demander aux enfants de ne pas détruire les biens publics, c'est du civisme.
Donc on ne peut pas parler environnement sans pour autant parler de civisme. C'est pour cela que nous, on allie les deux, civisme et environnement. Dans cette école, les enseignants s'efforcent à transmettre les bonnes valeurs aux élèves pour devenir demain des citoyens modèles et patriotes. Nous sommes à l'école élémentaire, donc nous agissons sur de petits enfants. Donc dès le petit âge, si l'enfant sait ce qu'il attend pour devenir un bon citoyen, je pense que quand il deviendra adulte, ça ne doit pas poser problème. Et c'est sur cette lancée donc, que nous, depuis à l'école élémentaire, on instaure les valeurs civiques. Donc l'enfant, s'il sait comment vivre avec ses pairs, avec ses voisins, donc je pense que déjà il est dans le civisme. La levée des couleurs, un moment fort pour rappeler les élèves le patriotisme. L'excision continue de faire des ravages en 2025 au Sénégal. Un cas collectif impliquant 11 jeunes filles de moins de 15 ans a été signalé à Goudomp le 15 février dernier. Face à cette pratique interdite par la loi, l'UNICEF, l'UNFPA et ONU Femmes appellent les autorités à renforcer l'application des sanctions et à intensifier les efforts pour mettre fin aux mutilations génitales féminines. Malgré les campagnes de sensibilisation et tout le corpus judiciaire pour éliminer l'excision, la pratique continue toujours dans certaines zones du pays, révèle un communiqué conjoint de l'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes. Il signale à cet effet que 11 fillettes âgées de 5 ans contre les mutilations génitales féminines. Bien qu'aucune interpellation n'ait été faite à ce jour, les 3 agences du système des Nations Unies saluent le travail des forces de l'ordre et des services de protection de l'enfant et de la santé, ainsi que l'engagement des personnes qui ont dénoncé ces crimes et permis d'identifier les victimes. Ils rappellent par ailleurs que les mutilations génitales féminines infligent de graves blessures physiques et psychologiques profondes et irréversibles, engendrant des douleurs, des traumatismes et des risques mortels pour la santé. De même, elles portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles de disposer de leur corps et de vivre en toute sécurité dans la dignité. UNICEF, UNFPA et ONU Femmes s'alarment ainsi que ces pratiques néfastes continuent d'être perpétrées avec la complicité de certains membres de la communauté, alors que le Sénégal a joué le rôle de précurseur dans la région en adoptant dès 1999 la loi qui incrimine non seulement la perpétration, l'instigation, la préparation et ou l'assistance à un acte de mutilation génitale, mais aussi le non-signalement d'incidents liés à une mutilation génitale féminine ainsi que la pratique transfrontalière. L'UNICEF, UNFPA et ONU Femmes rappellent également que l'article 7 de la Constitution du Sénégal prévoit la protection de toutes les personnes contre toutes les mutilations physiques. Saint-Louis attend toujours son hôpital de niveau 4, pourtant annoncé il y a 2 ans sous le régime de Macky Sall. Alors que la première pierre a été posée, les travaux tardent à démarrer, laissant les habitants dans l'incertitude. Le seul hôpital régional, vieux de plus de 200 ans, peine à répondre aux besoins croissants des populations. L'urgence de lancer les travaux de construction du nouvel hôpital Alioune Badara Cissé ABC de Saint-Louis. En juillet 2022, la pose de la première pierre de cet hôpital de niveau 4 avait été effectuée sous l'ancien régime avec une durée d'exécution annoncée de 18 mois. Cependant, près de 2 ans plus tard, les travaux n'ont toujours pas commencé, laissant la population de la région nord dans l'attente d'une infrastructure sanitaire indispensable. Saint-Louis, ville historique et stratégique, ne dispose aujourd'hui que d'un seul hôpital construit il y a plus de 200 ans et dont l'état de vétusté est particulièrement préoccupant. Cette situation met en péril la santé et le bien-être des habitants de la région nord qui sont contraints de parcourir de longues distances pour accéder à des soins spéciaux. Hors de nos frontières, l'Égypte a catégoriquement rejeté la proposition de l'opposant israélien Yair Lapid qui suggérait qu'elle prenne en charge l'administration de la bande de Gaza. Toute idée qui contourne les constantes de la position égyptienne et arabe est rejetée et inacceptable, a déclaré le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères. Une prise de position qui confirme le refus du Caire de toute implication directe dans la gestion du territoire palestinien.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes. Au revoir.